Pascal, 1er août aujourd'hui, fête nationale suisse. Et ouais, c'est Trump nous parti. a fait un cadeau. Ben On rentre écoute, dans le vif du sujet directement. on y va directement. À 39%, ça vaut la peine, hein. Ouais, 39%, c'est énorme. Donc, c'est les tarifs bien Mhm. plus hauts que l'Union européenne. Est-ce que, est-ce qu'il nous aurait fallu Ursula pour négocier plutôt que KKS? Non, ouais, alors bon, c'est pas la gloire de la diplomatie suisse, ça c'est sûr, mais je pense que c'est pas grave du tout. En fait, à mon avis, c'est une excellente nouvelle. Parce que si on prend un peu de recul, les États-Unis, c'est pas un marché qui est si grand que ça. Voilà, tu vas te faire taper sur les doigts là. Ça vraiment là, tu signes ton arrêt de mort aujourd'hui. Bon, sérieux? Non, mais Ah, attends, vu je les t'explique. commentaires que j'ai lus sur différents réseaux sociaux et Non, puis mais attends, j'appelle la régie. les gens ils sont en train de péter un plomb. Mais non, il y a personne qui nous écoute qui exporte quelque chose aux États-Unis, que je Ah, sache. qui sait, avec le sujet aujourd'hui sur Rolex, on peut avoir Alors, peut-être Monsieur Dufour qui va nous écouter, quoi. bah oui, mais regarde, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette affaire? Pourquoi la régie, la régie n'est pas top. Non, non, t'es bon, t'es bon. Non, mais je voudrais qu'on voit le truc. Toi, Attends, c'est drôle, toi. T'es jamais en train de paniquer, en fait. C'est non. toujours pas grave. T'as dû vivre des emmerdes vraiment Ouais, de proportion internationales. biblique. Mais non, mais c'est pas, si tu veux, dans la vie, en fait, déjà, c'est le 1er août aujourd'hui, c'est la fête des citoyens. Est-ce qu'il y a, quel est le pourcentage des citoyens dont la vie va changer parce qu'on paye des taxes quand on exporte des produits aux États-Unis? C'est pas beaucoup de monde. C'est un Les petit petites bout. boîtes, ouais. Quelques petites boîtes. Oui, il y en a quelques-uns, mais si tu veux, ça fait un moment qu'ils auraient dû se poser la question de diversifier leur marché. Si tu vends que aux États-Unis, c'est sûr que c'est difficile, mais il y a deux choses. La première, c'est que les industriels, ils ont déjà réfléchi à des solutions et ils vont passer soit par l'Europe, soit par ils vont soit construire une usine aux États-Unis. Enfin bref, ils vont s'arranger pour trouver des workarounds. C'est leur travail de faire ça. Donc, ils vont le faire. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut garder la tête froide. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est de regarder la dynamique à l'œuvre. Et si on regarde la dynamique à l'œuvre, là, la ligne bleue, je ne sais pas si on voit quand je bouge ma Ouais, queue. ouais. Hein. OK. 35, 36. Ouais. Alors, si on regarde, il y a les marchés émergents et les économies en développement qui représentent aujourd'hui 60% du PIB mondial et le G7, les grandes économies, donc les États-Unis, l'Europe. Et en fait, le G7, on voit très bien que c'est en déclin et que c'est passé derrière les marchés émergents depuis 2002-2003, quelque chose comme ça. Et en fait, si on regarde ce qui se passe en 2030, les marchés émergents sont à 63% et le G7, ce sera 26%. Donc, ça veut dire que clairement, l'avenir du business, il n'est pas ici aux États-Unis, qui représente en fait 14,7%, mais il est en Chine, qui est déjà plus grand, c'est 20%, en Inde, au Japon, dans tout ce sud-est asiatique. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est la dynamique des choses. Et quand on regarde la dynamique des choses, on voit bien que les États-Unis, ils sont en perte de vitesse, alors que je sais pas, on peut l'appeler le sud global ou la majorité silencieuse, etc. En fait, ils sont en train de gagner la course. Donc, c'est ce qu'on disait la dernière fois, l'endroit qui compte, c'est ça. C'est cet endroit-là. Et plus le Brésil, évidemment. Tu dis que justement, ce type de boîte, ceux qui font de l'import, enfin de l'export, ils doivent plus se concentrer sur ces pays. Et puis, Ouais. au final, c'est un peu tuer la cash cow en se concentrant moins sur les US, quoi. Prendre Ouais. cette décision dès maintenant. Bah, c'est-à-dire que la décision, elle a été prise pour eux. Qu'est-ce que tu C'est veux Trump qui faire? se tire une balle dans le pied, en gros, aussi. Oui et non, si tu veux, à court terme, je pense qu'aux États-Unis, ça va être bien parce qu'il va y avoir des sous qui rentrent. J'écoutais un podcast d'investisseurs américains ce matin, puis l'investisseur,
il disait, en fait, si Trump était le CEO de la société Amérique, alors on le féliciterait parce qu'il fait des deals. D'accord? Mais ça, c'est parce ils dirigent les États-Unis, Trump, il dirige les États-Unis comme un mania d'immobilier à New York. C'est-à-dire que c'est dur, on te casse un doigt, on te casse un bras, on t'oblige, on te contraint. OK. Donc, à court terme, en fait, Pratique un peu mafieuse. voilà, et pas un peu. Et en fait, c'est le rapport de force, mais le rapport de force, moi, ça ne me dérange pas du tout, mais il faut que le rapport de force, il soit intelligent. Et pour que le rapport de force soit intelligent, il faut regarder le deuxième et le troisième coup, c'est comme quand on joue aux échecs. Et en fait, ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est qu'en fait, les marchés émergents, donc la, la Chine, l'Inde, le sud-est asiatique, etc., etc., en fait, ils sont en croissance. Le Brésil aussi, la Russie, alors qu'en fait, traditionnellement, les G7, ça veut dire les États-Unis et l'Europe, ils sont en décroissance. Donc, en fait, ça ne sert à rien de s'exciter sur un marché qui est en perte de vitesse. J'aimerais revenir sur ce que tu disais un peu. Enfin, moi, j'ai qualifié ces méthodes de mafieuses. Est-ce que tu penses que, enfin, comme tu as dit, les investisseurs, les financiers, ils disent qu'ils gèrent USA, SA d'une main de maître. Mais est-ce que nous, en Europe ou en Suisse, si on veut faire un zoom-in avec KKS, est-ce qu'on devrait avoir des dirigeants un peu plus tranchants, qui ont un peu plus ce style? Parce que on arrive dans un Alors, monde qui est, tu vois, assez compliqué pour préserver ouais, ses intérêts. ouais. C'est une bonne question. Je pense que moi, je ferais un gros distinguo en fait entre la Suisse et l'Europe. Si tu veux, l'Europe, elle s'est couchée. En fait, elle a voté avec ses pieds en se couchant devant les États-Unis, ce qui est une immense erreur parce qu'en fait, c'est quoi le deal qu'Ursula elle a fait? Elle a dit ben voilà, on va acheter des armes aux États-Unis, on va acheter des quantités phénoménales d'énergie aux États-Unis, que ce soit vrai ou pas en fait, peu importe. C'est le message qu'elle entend. 650 milliards, c'est Voilà. énorme. Et ça veut dire qu'en gros, l'Europe va s'appauvrir encore plus vite qu'avant. Et comme les États-Unis sont dans cette courbe-là qui descend, pour eux, descendre moins vite et rester à plat, ils vont faire que l'Europe, elle descende beaucoup plus vite. C'est ça, en fait, le deal d'Ursula. Donc, Ok. en fait, voilà, tu te couches parce que tu te dis, ben voilà, c'est le moins pire, tu ne veux pas affronter le problème. Et je pense que pour la Suisse, ce qu'il faut faire, c'est faire un pivot et puis se mettre avec les gens qui ont une vision, un avenir et qui génèrent de la croissance économique, à savoir la majorité globale ou Xavier a fait un post ce matin, Xavier Comtesse a fait un post ce matin, il parlait du Sud global, puis un mec qui l'a repris en lui disant que ce n'était pas un bon mot et qu'il fallait passer géographiquement imprécis parce qu'il faudrait rajouter le Brésil, etc., etc. Donc, effectivement, on va dire la majorité du monde, appelons ça comme ça, en fait, qui est en croissance. Donc, en fait, il faut continuer à être à court terme très pragmatique avec la manière dont on deal avec les États-Unis. C'est toujours un marché intéressant, mais c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer sur les 5 à 10 années qui viennent. Il faut se concentrer sur l'Asie. Et ça, tout le monde le sait depuis longtemps. C'est simplement maintenant un message très fort pour la Suisse. Il faut qu'il fasse ce pivot. Il faut se concentrer sur les entreprises de robotique chinoises, les entreprises d'automobile chinoises, etc., etc. Le Japon aussi. Enfin, c'est là qu'il faut regarder. Et puis, il faut arrêter de regarder soit du côté des États-Unis, qui en fait est un relativement petit pays, qui est en train de perdre l'immense avantage du dollar parce que ça sera de moins en moins utilisé comme monnaie d'échange pour le pétrole, l'énergie en général. Donc, il faut simplement prendre acte de ça et réfléchir à long terme et commencer à s'activer pour regarder les bons marchés, les marchés de demain. J'aimerais avoir ton opinion. Moi, quand je me suis levé ce matin et puis j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, ça peut être aussi être perçu comme, regardez, l'Union européenne a réussi à avoir 15%. Nous, on s'est fait allumer, on a 39%. Il y a les votations bientôt qui vont se passer en Suisse. Ou peut-être tu as des gens qui vont se dire, oh là là, en fait, il faut qu'on rejoigne l'Union européenne. Ils ont eu un meilleur deal que nous. Nous, en étant esselés, on est en Ouais. train de se faire bâcher Alors, par les US. Et donc, ouais, peut-être que moi, ça je ne donne serais pas pour rejoindre l'Europe. Mais peut-être ça donne cette impression, mais en gros, ouais, rejoindre l'Union européenne, ça veut dire rejoindre ceux qui vont se faire dépouiller encore plus vite par les Américains. je pense que c'est important de le dire, ça.
Hein. Donc, si tu veux, dans ce post LinkedIn, là, ce matin, moi, j'ai dit, ben, le Conseil fédéral devrait vendre le jet bombardier. Tu sais, ils ont acheté un immense jet bombardier qu'ils n'arrivent pas à stocker à Belle, puis ils n'ont pas de hangar assez grand pour le Conseil Sérieux? fédéral. Ouais, Je ouais. savais pas ça. Et puis, j'ai Conseil mis, fédéral suisse? ouais, puis j'ai marqué qu'ils devraient le vendre et puis acheter un avion brésilien Embraer. Et puis, il y a un mec qui a répondu, très justement d'ailleurs, il m'a dit, mais non, Bombardier, c'est pas américain, c'est canadien. Je dis, bon, bah, sorry, c'était pour… N'empêche que j'achèterais quand même un avion brésilien, euh, plus petit, qui ne nécessiterait pas un autre hangar. Et puis, on devrait annuler la commande des F-35 et puis racheter, je sais pas quoi, des drones ou quelque chose un truc chinois. Voilà, dans un rapport de force, en fait, il faut agir, il ne faut pas juste regarder le train passer. Et en fait, se rapprocher de l'Europe, c'est se rapprocher d'un groupe plus grand qui va entrer en décrépitude plus rapidement. C'est vraiment pas une bonne idée. Tu vois? Le truc, c'est que les tarifs douaniers avec les États-Unis, c'est pas le sujet. La question, c'est les tarifs douaniers avec les marchés émergents et les économies en développement. Il faut regarder là où il se passe quelque chose, pas là où il se passe plus rien. OK. Tu parlais de rapport de force. Est-ce que tu penses que parce que moi j'ai vu pas mal de commentaires aussi, qui disent, bah, faudrait peut-être commencer à boycotter, les Google, les Meta, les Amazon, Microsoft et d'ailleurs il y a, le deuxième plus gros youtubeur du monde qui a Mhm. 110 millions d'abonnés, qui Mhm. s'appelle enfin je ne le connaissais pas jusqu'à hier, qui s'appelle PewDiePie, un truc comme ça, je ne sais pas si je Mhm. prononce juste, qui a dit, voilà: «Moi j'abandonne Google». Est-ce que, sans rentrer dans les détails, au niveau personnel d'abandonner Google, est-ce qu'on peut se dire que les boîtes suisses, elles pourraient arrêter d'utiliser Microsoft, tous les gros clouds américains et Non, puis, je pense que ce sont deux choses très très différentes. Si tu veux, mon commentaire, il est plus sur le potentiel de croissance qui est lié à une zone géographique. Ça, c'est pour les mmh, entreprises suisses ou européennes, ou disons, ouais, mettons suisses, qui exporteraient vers l'Amérique du Nord. Ben là, il faut simplement se dire, ben voilà, il faut essayer de préserver ce marché, trouver des alternatives, incorporer une société aux États-Unis pour diminuer ses tarifs, etc. Les gens vont trouver des solutions. Si ça se trouve, Rolex, ils vont ne vendre que des montres d'occasion. Tu vois, les gens sont créatifs, ils vont se débrouiller, c'est vraiment pas grave. Le truc, c'est qu'il faut regarder le marché de demain, et le marché de demain, c'est le marché qui est en croissance. Et le marché qui est en croissance, ça n'est pas l'Amérique du Nord. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de se concentrer là-dessus. Et puis maintenant, par rapport au cloud américain, ça c'est très différent. C'est comme d'acheter des vis et des boulons. Tu prends les meilleures vis et les meilleurs boulons. Et en l'occurrence, justement, est-ce qu'il ne faut pas se venger? non, parce que si tu veux, c'est bien d'avoir des intentions et des idées pures, mais ça coûte cher. Tu vas pas prendre quelque chose qui marche pas et te désavantager alors que tu dois déjà lutter contre les tarifs. Non, non, ça, je pense que c'est un sujet qui est complètement différent. Le truc, c'est que quand tu achètes des systèmes informatiques ou des solutions digitales, en fait, tu as le choix entre différentes propositions, et il faut prendre la proposition qui est la meilleure. Et la proposition de Google, ça demeure la meilleure. Il n'y a pas de raison de faire la pour Google parce qu'ils sont américains. On s'en fiche. Tu vois, OK. en tant que pays, en tant qu'individu, en tant que région, en fait, il ne faut pas commencer Ça, c'est une tendance que je vois, mais que je trouve complètement niaise. C'est qu'en fait, il y a cette espèce de justice sociale personnelle. Tu achètes une Tesla, tu dois te justifier pour savoir si tu aimes Elon Musk ou pas, alors que tu ne l'as jamais rencontré. C'est complètement absurde. Tu C'est achètes vrai. une voiture parce que tu as le pognon que tu as, puis que tu achètes la voiture qui correspond à tes besoins. En fait, c'est pas tout ce qu'on fait n'est pas non plus un choix politique et l'affichage de sa vertu. La vertu affichée, ça n'a aucun sens. Et quand on est vertueux, on n'a pas besoin de le dire. Donc, en fait, il faut arrêter de faire comme si choisir Google, Amazon, AWS ou Microsoft, c'était une espèce de choix, comment dire, moralement important. Non, tu diriges une boîte, tu prends le meilleur outil le moins cher. Et moi, je ne vois pas une solution qui propose un meilleur rapport qualité-prix que Google. Alors, j'utilise le Google Workspace, je trouve que c'est absolument super. Je ne touche pas de thunes de Google, mais
voilà, ma recommandation, c'est de prendre ça parce que c'est de très loin le meilleur système. Maintenant, si les gens pareil. veulent être hyper vertueux et puis passer 2 jours par semaine à touiller un serveur dans leur cave, eh ben, grand bien leur face. C'est bien, ils mourront avec de belles idées. Mais ça n'aide personne et ça ne prétérite pas les intérêts de Google. C'est vraiment se tirer dans le pied. Ça, c'est la vertu. C'était Brassens, je crois, il disait, moi, je suis d'accord de mourir pour mes idées, mais de mort lente. Et mourir pour ses idées, à la limite, ok, mais mourir pour des âneries, c'est vraiment le comble de la stupidité. Donc, non, non, les gens mélangent complètement les sujets, là, ça n'a rien à voir. Là, moi, je parle, en fait, de l'Amérique du Nord comme marché, comme débouché de produits manufacturés, etc. Je pense qu'il n'y a pas lieu de trop s'exciter avec l'Amérique du Nord parce que c'est une zone qui est économiquement en déclin relatif par rapport au reste du monde et que ce qui compte, c'est l'Asie. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, sans transition, pour entrer dans le vif du sujet, même si c'est super important pour nous, les tarifs, et ça fait réagir. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est Rolex. Ouais. Et eux, de ce que j'ai pu entendre et lire, c'est qu'ils se sont préparés justement aux tarifs parce que ça traîne, hein. Même si la Suisse se vantait de discuter directement avec Trump et qu'ils allaient faire un bon deal. Au final, ça s'est pas fait. Ils ont commencé déjà je crois que c'était au mois de mai ou au mois d'avril, à envoyer pas mal de stocks aux États-Unis. Ouais, mais Donc, ça, c'est en prévision de. oui, mais ça, c'est une mesure, si tu veux, ça va leur acheter 6 mois. Ouais. Enfin, moi, ce qui m'a le plus surpris dans cette news, pourquoi j'en parle, c'est parce que, en fait, on est dans ce qui est rareté, scarcity, et qu'en fait, dès qu'il y a un problème, ils ont suffisamment de stock pour les envoyer aux States, tu vois. Mais bon, Rolex, c'est une boîte qui est super bien gérée. Les mecs, ils ont anticipé, ils se sont dit, bon, ben, si on se prend 30% de tarifs ou 40% de tarifs dans la figure, c'est hyper moche. Ça veut dire que ça leur mange toute leur marge aux États-Unis. Ouais. D'accord? Et à mon avis, ils ont exporté énormément de montres aux États-Unis, ils ont gonflé les stocks. Voilà, maintenant, ils vont les écouler tranquillement. Mais ce qui va certainement se passer, moi, ça, ce serait ma prédiction, c'est qu'aux États-Unis, toutes les Rolex vendues seront d'occasion. Ouais, ça va augmenter Eh oui, tu achètes une Rolex, si tu veux. Moi, je Tu suis, l'as. je suis à Austin, d'accord? Eh ben, mon copain Younes, il achète une Rolex et puis il me la revend au même prix. Il l'achète en Suisse, il me la revend aux États-Unis. Ciao, c'est réglé. Donc, Ouais. bien entendu qu'une entreprise comme Rolex, elle ne peut pas faire ça comme ça, mais c'est évident qu'il va y avoir des fuites dans les tuyaux parce que Rolex, c'est pas comme d'importer 125 tonnes d'acier tous les jours. Tu vois, là, c'est pas très discret, faut des bateaux, c'est compliqué. Mais Rolex, quel est l'intérêt d'une Rolex dans un monde qui devient volatile et dangereux? C'est que c'est un peu comme les bijoux, tu peux prendre ta fortune sur ton poignet. Ouais. J'exagère, mais tu vois, ça veut dire qu'il y a une grande densité de valeur par centimètre cube de métal. Euh, et du coup, ben voilà, tu t'achètes pas non plus une Rolex tous les 3 jours. Donc, la vente en ligne, c'est quelque chose qui existe. Les Rolex, elles vont se vendre sur eBay. Et puis, ben voilà, toi, tu peux. Ah ben voilà, une idée de business pour toi, Younes. Ça, tu pourrais faire. Tu vas acheter des Rolex en Suisse, en France, etc. Puis tu les exportes aux États-Unis comme ça, en seconde main. Mais il y a déjà beaucoup de gens qui le font, hein. Ah oui. Et Donc, puis ils souffrent. Je crois que c'est même devenu presque illégal, hein. Tu dois être genre Rolex certified, quelque chose comme ça. oui. Mais si tu. Moi, je n'ai pas de Rolex, donc je suis très à l'aise, mais imagine que je sois l'heureux possesseur d'une Rolex. Ouais. Rien ne m'empêche de te la vendre. Ouais, je crois que. Ouais, non, c'est vrai. Ah, il Bah, te faut peut-être une année, non? Ou un truc comme ça. Je crois que ouais, tu n'as pas le droit de les flipper. Enfin, ouais, ok. ouais. Mais dans l'absolu, tu as raison, 100%. Ouais. Donc voilà, c'est réglé. Et puis du coup, si Rolex a fait un stock temporaire qui est l'équivalent de 6 à 12 mois de vente aux États-Unis, ça permet de les flipper. Parce que tu introduis simplement un délai de 6 à 12 mois. Ouais, c'est vrai. Donc, ce qu'on va voir, on va voir les ventes de Rolex hors États-Unis augmenter de Mm. plus ou moins la proportion qui se vend aux États-Unis. Ça ne va rien changer. Ouais.
Et puis tu sais aussi, ce que j'ai lu, c'est que quand ils ont annoncé les premiers tarifs, Rolex a Hein, augmenté ses prix de 3%. hein. Et là, en faisant un peu des prévisions, ça devrait augmenter de 10 à 15% si ça passe à 39%. Donc, dans l'absolu, c'est pas ouf, quoi. Ouais, et puis, si tu veux, je crois que vraiment cette politique des tarifs brutales, en fait, c'est une politique qui peut séduire les gens qui ont une vision à court terme de ce que c'est que l'économie d'un pays. L'économie d'un pays, c'est pas comme une entreprise qui peut faire des coûts. C'est quelque chose qui doit se faire dans le temps long avec une certaine confiance. Les États-Unis, ils ont montré quoi? Que, un, qu'ils n'étaient pas un partenaire fiable, Mm. d'accord? Ouais. De toute façon, ils changent d'avis comme de chemise. Aujourd'hui, c'est 39, demain, c'est 29, après, c'est 169, tout d'un coup, c'est Ah oui, ça 19. va changer, c'est 20. jusqu'au 7 Ouais, août, donc il y a de voilà. fortes chances que ça Donc, en baisse. fait, voilà, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Mais l'Europe, c'est la même chose. En fait, on achète pour 700 milliards de pétrole. On fait des chèques à. Si tu fais pas un chèque à plus de 100 milliards, en fait, t'as pas de communiqué de presse. Donc, c'est ce que je disais déjà, c'est la politique des communiqués de presse. Mm. D'accord? Donc, en fait, il faut toujours de plus grands chiffres, des annonces de plus en plus fréquentes. Il faut qu'une annonce en chasse une autre, etc., etc. Mais maintenant, OK. Le problème des États-Unis, c'est quoi? C'est qu'en fait, le gros de leur PIB, ce sont des services. Banque, assurance, les avocats. La plupart des gens aux États-Unis qui font des études supérieures, en fait, ils deviennent avocats, ils se rapprochent du dollar. C'est là que tu gagnes de l'argent. C'est pas en étant ingénieur ou en fabriquant des voitures. Donc, en fait, le problème qu'ils ont, les États-Unis, c'est qu'ils sont dans un PIB certes élevé, mais qui est très artificiel parce que de gonfler, tu vois, si par exemple quelqu'un a un accident de vélo, il y a une ambulance qui vient le chercher. Après, et puis les Américains, ce qu'ils font pour faire gonfler leur PIB, c'est qu'ils rajoutent des frais d'avocat parce que tu vas faire un procès à ton médecin qui vient de te sauver. Bon, ça commence à devenir compliqué. Donc, je pense que les US, ils sont vraiment en train de connaître une espèce d'implosion intérieure, un écroulement qui vient d'un système qui s'essouffle. Et c'est pour ça qu'il faut que les conseils fédéraux soient malins en Suisse et il faut s'aligner en fait sur les régions géographiques qui ont du souffle, pas qui sont à bout de souffle. Et du Ouais. coup, le graphe que je montrais avant, en fait, il montre très bien là où il faut regarder. C'est l'Inde, la Chine, le Japon, toute cette partie de l'Asie. Et c'est maintenant, en fait, enfin, on a déjà commencé, mais c'est là que Rolex, je pense qu'ils sont bien plus préoccupés par la Chine, le Japon et l'Inde que par les États-Unis. Mm. Est-ce que tu as vu aussi, apparemment, Trump, il leur envoyé des lettres au PDG de Novartis, Mhm. Sanofi, parce qu'ils disent que voilà, les médicaments qu'ils vendent aux US, ils sont 2 ou 3 fois plus chers que dans Ouais. certains pays, et qu'ils ont jusqu'au 29 septembre pour lui Ouais. répondre. Et en gros, ça, c'est aussi ce qui a fait peser C'est- la balance pour pas trouver un bon accord pour la Suisse, quoi, comme on a beaucoup d'entreprises pharmaceutiques. Moi, j'y crois pas trop. Moi, je pense que ça, c'est une tempête dans un verre d'eau. Il faut pas le voir comme ça. Les pharma suisses, elles ont facturé 2,5 à 3 fois plus aux États-Unis jusqu'à maintenant. Ils ont juste fait une plus-value de dingue. Ouais, ils se gavent. Complètement scandaleuse d'ailleurs. Pourquoi, en fait, quand tu vends un traitement contre le cancer aux États-Unis, il doit être 2,5 fois plus cher? C'est quoi la raison? Donc, ils ont simplement fait un surprofit jusqu'à maintenant dans le marché américain, où en fait l'espérance de vie baisse, mais les coûts continuent à exploser. Donc, aux États-Unis, tu n'es pas bien soigné, mais ça coûte très cher. La seule certitude, c'est que ça coûte. Du coup, il faut le voir comme en fait, si tu regardes l'intégrale de la courbe, ça veut dire que jusqu'à maintenant, les pharma suisses, ils ont été hyper malins et ils ont gagné beaucoup plus d'argent aux États-Unis que ce qu'ils auraient dû. Ils ont fait un surprofit. Puis le fait que ça s'arrête, c'est comme si tu vas au casino, tu mises sur le 36, rouge pair, ou je ne sais plus comment c'est, tu vois, puis tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, puis tout d'un coup, tu ne gagnes plus, mais en attendant, tout ce que tu as gagné, c'est bien, et ce n'est pas du tout grave. D'autant plus que les marchés de demain, c'est réellement l'Inde, la Chine, le sud-est asiatique, les pays émergents, le Brésil, etc. Donc, stratégiquement, ça ne pose pas un problème qui est gigantesque. Je ne pense pas. Ok. À voir. À voir. Ils ont Mais jusqu'au 29 septembre. Mais
les mecs qui sont à la tête de Novartis, Roche et autres, tu penses qu'ils y avaient pas réfléchi? Ils ont juste trait la vache comme des dingues en multipliant les tarifs de médicaments qu'ils vendaient aux États-Unis. Et puis là, je trouve que Trump, il a raison. Il n'y a pas de raison que les Américains ils payent 2,5 fois le prix des médicaments par rapport à la France. C'est quand même un peu raide. Yeah. Moi, je dirais aussi, écoutez les gars, là, maintenant, il va falloir vous reprendre. Mais ça ne va rien changer pour la pharma suisse. Ils ont juste fait un surprofit. Ils ont juste été hyper malins pendant des années et ils ont trait la vache, mais genre 7 fois par jour. Alors oui, au bout d'un moment, elle a le pis un peu érodé. Tu vois? Elle a le pis sec. Tu vois le truc? Tchoum, tchoum, tchoum. Je dis ça, j'ai jamais traité. Un grand malade. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un autre problème. En fait, ils ont usé la vache. Ouais, la vache américaine a le pis GRC. Je ne sais pas si un pied de vache, ça se gère. Je n'ai aucune expérience dans la traite, mais pour ceux qui nous écoutent, peut-être vous pouvez nous voilà, renseigner. si quelqu'un s'y connaît en fabrication du lait à la mano, volontiers. Mais honnêtement, si on regarde ça un tout petit peu dans le temps long, bien entendu que le mec chez Novartis qui est responsable du marché américain, il est mal. Le gars, il est mal. Il prend 12 mois et puis il se barre. Mais il est mal parce qu'il n'aura pas de bonus, il va voir son chiffre d'affaires qui plonge. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui justifierait qu'aux États-Unis, on paye 2,5 fois plus cher qu'ailleurs? Je ne sais pas, il y a peut-être des raisons, mais je trouve quand même pouvoir d'achat? Non, quand même, ils n'ont pas un pouvoir d'achat qui est 2,5 fois plus grand. Peut-être que c'est lié en partie au procès que les pharma pourraient se prendre aux États-Unis, mais j'y crois peu. Moi, je pense simplement que les pharma suisses ont été hyper malignes. Elles ont exploité ce marché américain comme des dingues. Et puis maintenant, on est juste de retour. Voilà, carton jaune, bim, on revient un peu en arrière. Ils vont passer à 1,8 fois ou je ne sais pas quoi. And so what? Alors, pour le manager du marché américain chez Novartis, c'est une sale journée. Ça, il n'y a pas. On est en compassion avec lui. Hein, on est en amitié. Mais si on regarde les choses qu'est-ce qu'il fait loin, le manager, le country manager US de chez Novartis, il fait quoi? Il est mal. Il fait quoi? Il va dans quoi? Il essaye de déjà, il relie les petites lignes de son contrat pour savoir comment son bonus est calculé. Tu vois, événement extérieur. Tu sais, dans les assurances, quand il y a un tremblement de terre ou bien force majeure. Voilà. T'es remboursé. Et là, il essaye de savoir si il va quand même faire son bonus. Ça, c'est la première chose qui se dit. La deuxième, c'est qu'en fait, il va rien pouvoir y faire et il prie. Le mec, là, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est de faire un pèlerinage pour Lourdes. C'est ça. On lui souhaite bon courage. Ouais, on lui souhaite bon courage. Mais c'est pas non plus un gentil garçon, hein, parce que le mec, il a fait fois 2,5 le prix des médicaments aux États-Unis. Il a un petit peu sur la conscience. Tu sais que la maladie, c'est la première cause de faillite personnelle aux États-Unis. Ah bon? Donc, ouais. Donc, concrètement, quand tu multiplies le prix des médicaments par 2,5, ça veut dire des gens qui font faillite ou bien pire, des gens qui ne peuvent pas se soigner et qui meurent. C'est pas non plus. Éthiquement parlant, c'est pas ouf. Ouais. Donc, le country manager US de Roche Novartis, voilà, on est en amitié humaine avec ce monsieur, mais je pense qu'il flippe pour son bonus et puis qu'il va se trouver autre chose à faire. De toute façon, s'il avait été malin, il aurait déjà pris le marché chinois ou indien. Voilà, parce que c'est là que ça se passe. Ouais. Bon, je pense qu'à l'interne, il n'y a personne qui va lui donner US plus Southeast Asia. Non, justement, il faut qu'il pivote. C'est le pivot vers l'Asie. Pour revenir à Rolex, parce que là, on est au-delà de l'horlogerie. Donc, on a fait quelques petites recherches et puis ce qu'ils sont en train de faire, c'est assez fou. Donc, il y a quelques semaines en arrière, ils ont ouvert une boîte qui s'appelle Rolex Quantum SA. Et on peut dire que c'est à la conquête scientifique du temps. Donc, le projet, Rolex a créé une nouvelle entité, donc je vais la nommer, dont le but est de développer des horloges atomiques optiques de nouvelle génération. L'objectif n'est pas de faire une montre, mais d'aller plus loin, de devenir l'acteur principal de la mesure du temps à l'échelle mondiale.
Ils sont sur une autre, Ça claque. hein? C'est On peut dire que ça claque. ouais, Non, c'est c'est magnifique. Ils sont très malins. Et puis, c'est marrant parce qu'ils changent quand même de marché. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça doit pas être. Ils veulent faire une montre qui perd une seconde toutes les 30 milliards d'années ou un truc comme ça. Ils travaillent avec l'Oxem à Neuchâtel. ouais, avec cette technologie, donc en Hein. fait, ils te disent, pour le moment, les horloges atomiques actuelles sont basées sur des atomes de césium. C'est les Mhm. plus précises et elles perdent environ une seconde tous les 30 millions d'années. Mhm. Et là, avec le Rolex Quantum, ça vise d'utiliser des atomes de rubidium pour une précision astronomique capable de ne perdre qu'une seconde toutes les 30 milliards d'années. Ouais. Donc là, C'est malade. comme l'univers a 14 milliards d'années, il va falloir doubler le temps pour pouvoir mesurer. Enfin, c'est pas de la tarte. Mais c'est très malin parce que, premièrement, ces horloges atomiques, elles doivent coûter assez cher. D'accord? C'est un autre marché parce que ce n'est pas du tout les mêmes clients, ce n'est pas du B2C, c'est du B2B, enfin bref. Il y a des aspects militaires. Historiquement, il faut se rappeler que la montre, c'était quand même la montre au poignet, c'était un outil qui était très apprécié des militaires. Que si tu veux te redonner rendez-vous pour une bataille, eh ben, il faut arriver au même endroit au même moment. Hein. Ouais. Sinon, tu es un peu ballot, tu arrives là, je sais pas, tu as tes 10 000 gaillards, tu t'imagines la logistique du truc, il faut leur faire un petit déj, il faut qu'ils mangent à midi, il faut qu'ils soient bien énervés. Tu arrives 2 heures trop tard, il n'y a personne. C'est l'horreur. Alors, tu as loupé tes générales d'armée, tu as loupé ta journée. On est en retard, sorry guys. Donc, la mesure du temps, c'était un truc militaire hyper important et du coup, ils ont un marché militaire en fait qui s'offre à eux. Mais c'est aussi malin parce qu'en termes de marketing, faire l'horloge la plus précise du monde, c'est hyper bien. Du coup, Du coup, moi, j'avais presque envie Ouais. d'acheter une Rolex parce que je me suis dit, ouais, quand même, le C'est stylé, rubis, hein? le rubidium, ça envoie du steak, tu vois. Donc, c'est très malin. Ça renforce leur marque et c'est des débouchés commerciaux complètement différents. Hyper cool. Peut-être on peut expliquer pourquoi mesurer le temps si précisément, c'est important. Ah bah volontiers. Ben voilà, parce que en fait, c'est hyper important, par exemple, pour le GPS. Ah Euh, oui, ils en ont parlé de ça, ouais. parce que à cause de la relativité d'Einstein, en fait, un satellite, donc nous, on est sur la Terre, on est vraiment là, et puis le satellite, il est un peu plus loin dans l'espace. Et comme il n'a pas le même champ gravitationnel, pour lui, le temps, il passe pas à la même vitesse. Ok. Donc, en fait, quand tu fais une mesure de position, en fait, tu as ta voiture, elle parle ou ton téléphone, il parle à plusieurs satellites, d'accord? Il lui envoie des petits messages et puis ils disent, ah, mais toi, t'es où, tout, puis il regarde le temps qu'il faut pour lui causer. Et en mesurant cette différence de temps pour envoyer et recevoir un signal, il arrive à savoir où il est parce que tu as plusieurs points dans l'espace. Mais comme ces comptes satellites, ils n'ont pas le même champ gravitationnel que nous, on est plus près de la Terre, c'est plus dur. Eux, ils sont plus loin, c'est plus libre. Donc, le temps passe pas à la même vitesse. Et du coup, il faut arriver à mesurer le temps de manière extrêmement précise pour pouvoir compenser ce changement. Et si on n'avait pas des horloges suffisamment précises et si on ne compensait pas ce changement qui est lié à la relativité, alors on ne pourrait absolument pas mesurer la position avec des satellites. Donc, Super intéressant ça. plus l'horloge elle est précise, plus tu peux avoir un positionnement géographique précis. Et ça, c'est important. Pourquoi? Pour les missiles. Parce que Ah, ok. parce que les missiles, comment ils s'appellent, la casse-noisette, les missiles russes qui arrivent à Mach 12, waouh, tu n'as même plus besoin d'avoir un explosif, ça va tellement vite. Tu envoies juste un gros pain d'acier et bim, il n'y a plus rien. Et du coup, pour pouvoir les envoyer précisément, eh ben, il faut c'est-à-dire, quand tu envoies un missile, tu ne veux pas juste l'envoyer, quoi. C'est comme le militaire qui n'arrive pas au bon moment. Il faut que le missile il tombe au bon endroit, sinon c'est vraiment ballot. Ça fait des tas de problèmes. Donc, du coup, il faut mesurer le temps avec une immense précision. Et plus peux mesurer le temps, plus le missile il arrive au bon endroit. C'est incroyable ça. Ben ouais. Donc, du coup, comme la guerre moderne, c'est une question de missiles, c'est une question de précision, de mesure du temps. Donc, si C'est ouf. Rolex, ils étaient cotés en bourse avec le réarmement global qui est en train d'arriver, c'est très, très bon, ça. C'est très cynique ce que je dis, mais
il se lance sur un marché tout à fait juteux. Ou j'imagine ils vont réussir à monétiser parce que c'est vrai que Rolex, c'est une Mm. fondation, mais derrière, ils savent quand même générer du cash, hein. Mais oui. Et puis, le marketing est très bien fait parce qu'ils disent pas qu'il y a une composante militaire dans ce développement. Ils disent que c'est du rubidium. C'est que, ben voilà, du rubidium, Mm. tu dis, bon, ben, quand même, ça claque. Il y a rubis, Ouais, c'est vrai, c'est hein. vrai. Tu vois un truc rouge, un peu glowy. Non, ils sont hyper malins. Et c'est aussi, je pense, une manière ils annoncent ça au moment où il y a toutes ces crises avec les tarifs, ben, ils s'ouvrent un marché qui est complètement différent. Puis ils le font avec l'Oxem, c'est suisse, c'est hyper bien. Hyper Ouais. bien. Bah, enfin, moi, enfin, pour revenir dans les implications, donc tu parlais des GPS, Mhm, donc localisation ultra précise, et puis tu as aussi la stabilité des réseaux de télécommunications, mhm. 5G, et le trading à haute fréquence dans la Ouais. finance, qu'ils vont pouvoir utiliser. Donc, les verticales, il y en a beaucoup, hein. Et la détection des avions qui échappent au radar, par exemple. Ah ouais? Parce Comment ça fonctionnerait, ça? Ouais, parce que le truc, c'est qu'en fait, ça dépend des fréquences que tu utilises en fait pour mesurer ça. Puis il y a un moment où, si tu peux mesurer le temps de manière extrêmement précise, tu peux utiliser d'autres fréquences et puis tu peux être beaucoup plus, tu peux en fait améliorer ton rapport signal-bruit. Donc, je pense qu'il y a encore une fois énormément d'applications militaires. À chaque fois que tu parles de ces trucs-là, il faut toujours regarder quelles sont les applications militaires principales. Tu peux détecter ce qui vole et tu peux faire voler avec plus de précision ce que tu envoies. Mais tu as les deux. Donc, c'est clair que si tu arrives à te mettre dans les télécoms, c'est du miel cette affaire. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est que, comme tu dis, c'est du miel. Et si tu regardes le conseil d'administration, Mhm, donc c'est pas du théâtre, hein. Ils ont mis les vraies personnes. Donc, ils ont mis le PDG Jean-Frédéric Dufour. mhm. Tu as Christian Besançon aussi, qui est lié à la direction de Rolex. Olivier Grain, ou Grain, je sais pas comment, c'est le directeur de la R&D de Rolex SA. Et puis après, 3, 4 personnes. Donc, c'est pas un projet annexe, c'est vraiment un projet sur lequel ils comptent. Et puis, ils ont mis justement ces personnes, quoi. Ouais, ouais, non, mais les mecs, ils sont brillants. Et puis, si tu veux, ce que je trouve remarquable aussi, c'est l'aspect com, la manière dont ils communiquent là-dessus. Parce que à aucun moment, tu as l'impression qu'il y a des implications militaires ou géostratégiques. Et en fait, si. Et c'est hyper malin parce que ça veut dire que c'est un marché qui va être très juteux, qui est en pleine expansion. Et c'est pour ça que je pense que Rolex, ils ne sont pas si insatisfaits que ça, qu'on parle tout le temps des tarifs parce que ça occupe un peu le terrain. Mais à mon avis, ce n'est pas le drame. C'est un problème comme, voilà, on voulait construire une usine ici, finalement, on n'a pas réussi à acheter le terrain, crotte, comment est-ce qu'on va faire d'autres? Enfin, tu vois, c'est un problème opérationnel, mais de bas étage. Ouais, c'est vrai. Eux, ils sont déjà tournés Ouais, vers l'avenir. réfléchissent à long terme, c'est pour ça qu'en fait, les leaders de cette. Alors, l'immense avantage, c'est qu'ils ne sont pas cotés en bourse, donc en fait, ils n'ont pas besoin de. En termes de reporting, c'est beaucoup plus efficace. Euh, Ouais, il y a cette opacité autour de Rolex où au final, bon, c'est pas grand-chose, quoi. ouais, mais c'est. Tu sais, Michael Dell, quand il a racheté la société éponyme Dell qui fait des ordinateurs et des serveurs, il l'a sorti de la bourse pour pouvoir la réorganiser. Ouais. Parce que quand tu es Ouais, il a coté en raison. Enfin, bourse, ils ont raison, hein, de toute ouais. façon, hein. Donc je pense que c'est très bien. Non, non, ils ont un super modèle Rolex. Mais là, quand même, il y a un défi parce que c'est pas du tout le même type de client. Tu vois, Mm. tu passes de séduire des jeunes qui vont vouloir s'acheter une Rolex à vendre des horloges atomiques ultra précises. Ça devient du B2B, c'est plus du B2C, c'est plus les mêmes canaux de distribution, c'est pas la même manière de faire du commerce. Enfin, c'est quand même assez différent, hein. Ouais, c'est vrai. J'ai bien aimé le storytelling. Tu en parlais et tout autour de justement donc ce Rolex Quantum et l'endroit où ils l'ont choisi. Donc, c'est à la rue de l'Observatoire à Neuchâtel. Et ils n'ont pas choisi ça par coïncidence. Donc, c'est une référence historique de dingue. Et c'est là que se trouvait l'Observatoire de Neuchâtel au 19e siècle, qui a été fondé, je crois, en 1858, un truc comme ça. Et c'était le centre mondial des concours de chronométrie. Et les plus Ouais. grandes marques
venaient ici pour tester, certifier comme étant les plus précises au monde. Mhm. Et le fondateur, donc Hans Wilsdorf, il était obsédé par ces certificats. Donc, ils ne font pas que de la science, ils vont vraiment s'ancrer dans Mhm. l'histoire et l'héritage, en fait. Ils s'approprient un peu. Ouais, mais ils ont raison. Ils sont... Ils ont raison. Simplement, je pense qu'ils sont très conscients de cette histoire et il ne faut pas oublier les liens avec les applications militaires. Mais ils sont hyper malins. En plus, je te dis, en termes de marketing, les deux business se nourrissent l'un de l'autre. Parce que si tu es celui qui fait les meilleures horloges atomiques, puis que mettons que les marges sont moins grandes parce que tu vends ça pour de la 6G, etc., pour les satellites et autres, bon, les marchés militaires, il y aura une bonne marge, mais admettons que tu fasses moins de marge parce que c'est du B2B, ce qui est assez probable. N'empêche, le prestige qui jaillit sur la… Moi, je te dis, j'ai pas de Rolex, j'avais déjà l'impression que ma potentielle future Rolex était plus précise. Ouais. Tu vois, j'étais un peu dans la jouissante anticipation d'une montre de plus grande précision qui fasse tic, 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 et puis tu entends l'horloge atomique. C'est très agréable, comme ça te donne un bon feeling. Donc, je trouve vraiment que c'est malin. Ils sont bons. Hein. Et justement, enfin, ça, c'est vraiment du surplus de performance. Hein. Je veux dire que ça reste de 30 millions à 30 milliards. On s'en fiche, on ne sera pas là pour le voir. Mais tu sais, je regardais justement ces actualités et pour revenir aux États-Unis, Rolex, eh ben, c'est, je crois que le deuxième ou troisième marché, le plus gros, peut-être même le premier. Et puis, ils ont un shortage de main-d'œuvre. Donc, ils ont lancé, je ne savais pas du tout, une école de watchmaker. Donc, tu as une formation sur 18 mois. Je crois qu'ils forment 27 personnes par cohorte. Et le but, c'est de pouvoir réparer les montres aux États-Unis. Et je me disais, est-ce que c'est possible qu'en fait, des montres soient fabriquées hors Suisse? Et en fait, la réponse, c'est impossible. Mais comme tu le dis, en fait, Rolex est devenu tellement gros que même j'imagine que s'ils fabriquaient des montres aux US, eh ben, on s'en foutrait du Swiss made et que c'est Rolex derrière. Franchement, combien de personnes, enfin moi je connais pas mal de gens qui ont des Rolex, et notamment quand j'étais à Dubaï, on parlait pas ça du Swiss made, mais c'était vraiment parce que c'est Rolex en fait. Ouais, alors ça, je suis moins sûr. Parce que ça, non, moi, je pense que le Swiss Med, ils y tiennent quand même beaucoup. Et d'ailleurs, le fait qu'ils aillent dans l'horloge atomique et qu'ils travaillent avec l'Oxem, je pense qu'ils ne feraient pas résonner cette histoire-là s'ils n'y tenaient pas. S'il s'agissait uniquement de fabriquer une montre de précision qui mesure le temps avec des engrenages et un système à ressort, je ne suis pas sûr qu'au Japon, ça n'irait pas, tu vois, ou en Chine. Donc, je pense pas tellement. Je pense qu'à long terme, en fait, le Swissmade, c'est très important pour eux. Que les consommateurs s'en fichent pas. Peut-être que dans un premier temps, tu aurais une espèce de sous-gamme qui serait un petit peu moins chère, mais on voit bien, Tudor, ça n'a pas fonctionné. Ça va, Probablement. ça, c'est pas ouf, mais enfin, Ouais. c'est très dur de concurrencer Rolex. Tu veux ta Ils Rolex, vont, quoi. à mon avis, ils vont abandonner cette marque qui vaut rien ou c'était pour embêter leurs concurrents, mais je Tu pense penses? je pense qu'il n'y a pas d'avenir dans ce truc. Et non, moi je pense alors Moi, que les j'aime pas le Swissmade, nom c'est déjà. très important. Tudor, je trouve Ouais, le nom est Meunier, moche. tu dors, Meunier, tu dors. Tu connais la chanson? Bien sûr. C'est J'avais pas vu ça horrible. comme ça. Moi, je pense toujours à ça. J'entends tu dors, j'ai la chanson dans la tête. Mais non, moi, alors, je ne crois pas tellement, ce d'autant plus que Rolex est en train de construire cette gigantesque usine à bulles. Pas une Ouais, usine à bulles pour fabriquer des bulles, mais l'usine à bulles pour fabriquer des Rolex. dans le canton de Fribourg. Ouais. Voilà, dans le canton de Fribourg, en Gruyère, attention, soyons prudents avec nos auditeurs gruyériens, mais C'est étonnant euh, qu'ils aient quitté Genève hein, pour enfin, ouvrir une autre. ils ont pas quitté. Pas quitté, enfin, ils ouvrent une autre succursale hors de Genève. Ouais, bon, bah, ils limitent les risques, ils sont dans une autre zone géographique, les salaires sont un peu moins élevés. Enfin, Je pense la main-d'œuvre aussi. Ça doit être on ne doit pas former énormément de ah gens oui, qui puis travaillent si dans les les montres à Genève. salaires sont 20% plus élevés à Genève, je ne crois pas que les gens soient 20% plus malins qu'en Gruyère, tu vois. C'est vrai. Avec tout l'amour et le Tout le respect respect qu'on que a tu as pour pour nous. Genève, hein, bien sûr.
Mais c'est aussi des raisons économiques, puis c'est des questions de limitation du risque. Et que c'est une Ouais. autre zone géographique, c'est pas les mêmes risques, ça permet de limiter tout ça. Tu peux pas mettre tous tes yeux dans le même panier. Mais moi je ne vois pas du tout alors Rolex abandonner les Swiss Made, ça, j'y crois pas. Et je pense que ça leur donne un monstre avantage, y compris pour les horloges atomiques. Mais pas, je voulais pas dire abandonner, mais se dire que tellement Rolex c'est puissant qu'il peut fabriquer aux États-Unis. Why not? Tu sais, moi, j'ai jamais cru à la puissance des marques. Bah, Rolex, tu payes ta Hmm. Rolex, hein, mis à part la précision. Ouais, mais la marque, en fait, c'est une promesse qui fait que ça te génère une émotion qui fait que tu es d'accord de payer plus cher. D'accord? Ouais. Mais je ne suis pas certain que, enfin, je suis même tout à fait certain que ce n'est pas du tout éternel et que ça peut changer très vite. La marque, en fait, elle, pour garder son prestige, elle doit s'appuyer sur des faits qui soient tangibles, sur des choses qui sont un peu mesurables. Et je ne sais pas si tu te souviens, il y a un temps, Perrier, la marque d'eau gazeuse, ils avaient eu un problème, ils avaient eu des sources qui ont été contaminées au cyanure, je crois, ou un truc comme ça. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ils Ah, avaient eu un. mais je crois qu'ils sont toujours dans un problème. Je sais même pas si la marque elle est pas en faillite, hein. Bah, moi, j'ai plus jamais bu de Perrier, en tout cas. Ouais. Donc, en fait, on pourrait dire que Perrier, c'était une marque qui avait certainement une immense valeur. Tu le vois ça dans les comptes des grandes entreprises, mais c'est quelque chose qui est assez friable, qui Dans n'est la pas, valo. ouais, c'est pas très solide, en fait. Je te donne un autre exemple. Alors attends, avant que tu me donnes ton exemple, est-ce Ouais, qu'on peut demander aux auditeurs, aux auditrices de nous dire est-ce que vous seriez prêt à acheter une Rolex si elle était made in France, made in là, tu États-Unis, pousses le bouchon, là, Made in France. made in Paris, Made in you know? Paris, all right. Made in Paris. Mais ouais, m'intéresserait de voir, mais je pense que moi, je parie que non. On verra. Essaye de pas, n'influence pas notre audience, s'il te plaît. Bien sûr, Romain. Je te laisse nous donner ton deuxième exemple, si tu t'en souviens. Non, mais si tu penses par exemple à l'automobile et aux marques automobiles, prenons une magnifique marque, Maserati, Alfa Romeo, des marques absolument incroyables. Ben voilà, plus personne n'achète ni de Maserati ni d'Alfa Romeo parce qu'ils ne font pas des bons produits. Maserati, encore, c'est encore stylé. Alfa Romeo, c'est fini, ça. Ouais, c'est stylé, mais néanmoins, ce ne sont pas des bons produits. Donc, Comparé à quoi? C'est pas des bons produits comparé à quoi? bah, comparé à tout le Toi, reste tu es de. un grand fan de tech, donc pour des Non, gens, ils non, vont non, te non, dire, non, il faut non, pas non, que. non. Moi, j'ai essayé en son temps une Alpha Giulia avec un V6, la Quadrofoglio. Non, non, j'adore les Alphas. J'en ai eu une. Je suis un immense fan. Mais pour acheter une Alpha aujourd'hui, il faut être vraiment un mordu, hein. C'est dur, quoi. Ils te rendent la vie dure. Ouais. Alors, il y a la Giulia qui est bien. Moi, j'aime bien les Alphas. OK. On prend Maserati. Mais honnêtement, Maserati, ils vendent plus de caisses, il ne se passe plus rien. Et ils ont une super marque. Donc, en fait, la marque, c'est une promesse, mais si cette promesse, elle n'est pas backée, si elle n'est pas soutenue par quelque chose d'objectivement valable, la marque, elle ne vaut plus rien. Il y a eu un pouce levé qui a été décrété par Google. Mon Chaque fois argument que tu est parles, fort. Google, il valide, je crois. Tu dois avoir quelqu'un là qui bosse Mais là-bas. bien Là. sûr, on est de mèche. Mais non, non, je pense que la marque, c'est vraiment le truc que si un CEO se met à parler de la valeur de sa marque, tu sais qu'il a des problèmes, hein. Oh, c'est un move hyper défensif, en fait. Tu parles de la valeur de la marque que quand tu es dans le jus. Sinon, tu parles des produits. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. À voir, hein. À voir. Enfin, moi, je Moi, me dis qu'une j'y crois pas Rolex, une seconde. je pense que plein de gens, surtout les personnes qui veulent être wannabe, tu vois, wannabe Mhm. rich, wannabe famous, machin, ils vont dire, ah, c'est bon, j'ai la Rolex, peu importe qu'elle soit. Ils vont dire, bah oui, il faut, Oui, mais c'est global. le truc, c'est que si tu regardes la marge qui est faite par rapport au coût de fabrication d'une Rolex, on va faire quelques hypothèses. Je sais pas, une Rolex, ça vaut combien, en fait? Une Rolex, ça dépend le modèle, mais en tout cas, pas moins de 10 000. 10 000 $. Ouais. On compte en dollars, ça fait plus business. Tu vois, déjà, on est passé on parle pas en francs suisses déjà. Voilà, Donc, le prix est en dollars. voilà, on est en dollars. Pour une montre made in On Switzerland. rajoute les tarifs, donc on arrive à 13 900 $. C'est chaud. Hein, c'est chaud. Non, mais ils vont absorber une petite partie, hein, je pense, Rolex. Non?
Oh, ok. Non, moi, je mettrais tout. Oh non. Allez, client, prends tout. Tout pour la Non, pomme non, du client. ils vont monter que de 25%, mais ils vont vendre des montres qu'ils ont importées avant les tarifs. C'est ça qu'ils vont faire. Ils Ah vont oui, c'est vrai. augmenter leur marge. Mais, OK, on va dire, allez, on dit 10 000 $, on laisse les tarifs de côté. Fabriquer une Rolex, ça peut coûter quoi? Je sais pas, Allez, je suis 30-40%. de jamais, beaucoup moins que ça. Non, je dis vraiment pour être gentil. C'est quand même 30 millions. Non, si c'est 300 $, c'est un max. Non, Ouais. là, t'as cassé le mythe. Là. Non, non. Allez, 500. On va être hyper Mais généreux. même 1000. Non. 500 balles. Mais je peux pas trop dire, mais une souris Logitech, par exemple, qui est vendue, mettons, Donc, c'est du plastique. Là, t'es quand même des matières nobles. oh, c'est du bel engineering, un peu de respect, c'est du plastique. Le mec, tu as déjà vu une presse d'injection en Chine de 41 tonnes qui imprime des top covers? Non, non, c'est du bel engineering. Logitech, on peut Autant pas les pour moi. critiquer. Autant pour moi. C'est du plastique, mais le plastique, c'est fantastique. Donc, non, non, c'est du Eh, high-tech. Voilà, Logitech, hein? pouce Attention. levé, pouce levé. Donc, non, non, c'est quand même de la tech. C'est pas si facile à faire que ça. Mais on va dire que la marge, le prix d'une souris qui est vendue 100 francs, c'est peut-être, euh, ouais, on va dire 3 10 balles. balles, 10 balles. 2 balles, 3 balles. Ça dépend à qui tu la vends, ça dépend des marchés. Si c'est de Donc, t'as l'OEM. l'économie d'échelle aussi, ce qui fait baisser le coût. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que OK. Alors, pour une Rolex, on va dire, mettons 1000. Soyons, mais vraiment. Et qu'est-ce qu'il y a dans une Rolex? Alors, il y a les métaux précieux, bien sûr, si tu mets de l'or. Oui, Mais regarde la différence du prix d'une Rolex en or ou une Rolex en acier. il n'y a pas Tu vois beaucoup. bien, en fait, tu payes l'or au moins 2 fois. Hmm. Tu vois? Donc, Ah, autant? Ok, je pensais que c'était moins ouais, le. bah, mais bien sûr, parce que tu marges, si tu veux, c'est en pourcent du bill of materials. Mais et puis, il y a le côté prestige et tout. Mais allez, on va dire max, une Rolex à 10 000 $, ça coûte 1 000 $ à fabriquer. Mais on est Là, généreux. c'était généreux. Il s'agit de petits engrenages, d'un ressort. euh, Voilà. Alors Hmm. oui, il y a le test. OK, OK, OK. Il y a la personne aussi enfin, les personnes qui font le taf derrière. Ouais, mais alors je pense qu'ils ne sont pas payés 1 000 $ de l'heure, hein. Ah non, Et puis non, non. Rolex, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui les assemblent, hein. Ça Tu doit être, penses? ça doit être bien automatisé. Je pense qu'ils ont pas mal d'employés pour décharger les camions et tout, mettre en route les machines. Mais à mon avis, c'est très. Si tu veux faire des montres qui soient fiables, il ne faut pas qu'elles soient faites à la main. Hmm. Bah, attends, je te donne juste un exemple. Enfin, je regardais Mhm. pendant le dernier Watches and Wonders Mhm. 2025. Donc, ça, on en avait parlé. Ils ont lancé un tout nouveau modèle, la Land Dweller. Et Mhm. juste pour ça, ça a nécessité 32 dépôts de brevets, dont 18 exclusifs à la montre elle-même. Ouais. C'est un coût quand même. Ouais. C'est du marketing. Je te crois sur parole, hein. Moi, j'ai beaucoup moins de connaissances que toi et toi, Non, avec mais tous c'est les pas. potes que tu as Je qui pense bossent que dans l'horlogerie. les gens ne se rendent pas compte en fait à quel point Croyez Pascal, ne me croyez pas, Non, non, croyez c'est pas Pascal. ça, mais non, mais peut-être je me trompe, mais là je demande à Non, je pense pas. Gemini. Mais c'est l'industriel. Alors après, ça c'est la bill of material, c'est le coût de l'assemblage, le coût du transport. Puis après, ils ont les coûts de distribution, les coûts de marketing, etc., etc. Il y a des tas de coûts additionnels à fabriquer une montre. Alors là, Gemini me dit, pour une Rolex se vendant 10 000 $, la fourchette de production se situe entre 2500 et 3600 US$. C'est non officiel, bien sûr. Oui, mais là-dedans, il compte la R&D, marketing et Ouais, communication. Ouais. Marge de Rolex, marge du distributeur. Le distributeur, il fait entre 25 et 40%. c'est énorme. Voilà. Donc, tu Ouais, divises déjà les 10 000 par deux. Il reste 5 000. Après, Rolex, ils ont quand même des jolis des marges de logos. dingue.
Bah Ils ouais. payent bien leurs employés, c'est tant mieux, c'est une bonne boîte. Ouais, et puis ils Il y font a, énormément de projets, comment ça s'appelle? Ils soutiennent beaucoup oui, l'économie genevoise, hein. bien Tout ce sûr, qui est musée, culture, bien sûr. mmh, enfin via leur fondation Hans Willdorf, hein, pas via Rolex, mais Donc, tu vois, il y a le prix de fabrication, les composants, après, il y a tout le reste. Tu sais, ils sponsorisent les courses de bateaux, ouais, euh, Tiger Woods, ouais, c'est le vrai. golf, ça coûte tout ça. Donc, je pense que la fabrication de la Rolex, c'est pas le truc le plus cher dans toute cette affaire. Ils ont fait aussi un truc avec, l'Inter Miami, l'équipe Mhm. de Messi. Ouais, Puis on a vu Messi avec une montre, pink, je sais pas comment elle s'appelle, Rolex pink, attends, heu, j'appelle la régie. à 500 000 balles. Voilà, on va la regarder. Ouf, C'était pas un partenariat direct, mais le fait de faire ça, ça a attends, rendu les gens complètement dingues. attends. Waouh, dingo. Attends. Euh, Ce mec qu'on a en régie, il est pas. Il est pas ouf. Non. Il- C'est celle-là? Non, c'était une autre. Je crois que c'est celle en haut là qui est toute, attends, je vais regarder. Là, elle est belle. Celle-ci? Non, celle-là. Ouais, Neuf c'est cent ça, mille. c'est ça, Pink Rolex Watch. Ouais, ok. C'est discret, j'aime bien. Attends, je cherche une meilleure photo. Euh, Attends. Ah, mais oui, moi je dis c'est ça, mais je te dis, le mec en régie, il faut qu'il se. Hein? Il Faut faut qu'on qu'il embauche. s'accroche. Mhm. Attendez, elle est où la photo? Elle est là, mais elle est mauvaise. Ouais, c'est celle-là. Euh, mais si, Ah, j'ai pas vu que c'était 900 000, je pensais que c'était Pink 500 000 et Rolex. tout. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés d'aller regarder, c'est drôle, hein, ça fait très, ça fait même presque trop bling bling. On dirait presque une montre, Mhm. femme en fait. Ils l'appellent quoi, la Pink Barbie? Mhm. Mais c'est parce que Attends. c'est les couleurs de son équipe, là, l'Inter Miami, ils ont un peu de rose. Ah, ils ont un pull rose. Ouais, C'est ils ont un peu ça? de rose et tout, ouais, ouais. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'est très rose quand même, hein. mm. Mais moi, écoute, Younes, s'ils veulent nous sponsoriser, on prend. On fait pas d'histoire. Ou bien toi, tu fais des histoires, tu veux pas une rose. Moi, on est d'accord. Non, on prend, on prend. Oh, On sait pas ok. combien de temps on la garde, mais on prend. Ah, tu la flippes, c'est ça? Je la flippe. Tu À la 900 flippes? 000 balles, je la flippe. Ouais. Faut dire, tu peux acheter un appart pour ce prix-là, hein. Ah bah ouais. Et puis Ouais. surtout, tu fais comment pour te balader avec? Tu vas dans n'importe quelle ville au monde, maintenant, ça arrache les montres. Je t'en Ah parle bon? même pas si tu vas à Londres, tu te fais Hmm. découper le poignet à la machette. Ah ouais, Ah c'est- ouais. ouais, ouais. Ok, C'est, ok. Bon, moi, alors, j'ai des amis qui bossent dans la sécurité, puis ouais. souvent, ils partent avec des hommes d'affaires, bah, à Londres et ils Mhm. vont, que parce que, enfin, c'est devenu, c'est devenu très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de fausses qui se vendent aussi. Tu as des gens qui ont des vrais Rolex, ils la laissent dans le coffre et puis ils mettent des fausses. Je crois même à Genève, ils ont arraché la montre d'un gars qui était en voiture. Il était Mais en non, Ferrari et puis il s'est deux fait mecs. montre jaqué. Ouais, il s'est fait montre jaquet. Il était dans la voiture et puis ils sont venus à moto. Il avait le poignet comme ça, tu sais, Ouais, à la fenêtre. Et puis, on n'a pas donc, idée non plus. c'est aussi un stress de porter des montres comme ça à 900 Ah, 000 balles. les riches ont beaucoup de problèmes, hein, ça c'est clair. Bah, c'est Autant quel qu'on. acteur qui s'est fait voler aussi deux montres et puis ils les ont retrouvées aussi. Là, je crois que c'était au Mexique. Il y a un acteur très connu. Ah ouais? Ouais, ouais. Et je sais plus qui c'était. Mais Non, mais bref. bon, elle est quand même jolie cette montre, mais c'est un peu trop discret pour moi. Tu vois, genre, c'est pas assez flashy, mais elle est pas mal. C'est quand même assez élégant.
Mais Ouais, quelle est la pierre qui est utilisée sur le cadran? Parce que ça ne peut pas être des diamants roses, ce serait trop cher. je sais pas, Attends, franchement. Rolex, Pink Rolex, Messi, Pink Rolex, Wattstone. C'est vrai, comme tu dis, c'est un appartement. Le gars, il Bah a oui. plusieurs appartements Et puis sur le poignet. si tu regardes la montre comme les fonds propres d'un appartement à 900 000 $, si ça fait un cinquième, waouh! Ouais. Tu multiplies 900 000 par 5, tu peux te prendre une maison à 4,5 millions, là, ça commence à. Tu sais, quand je travaillais en banque et tout, et des fois, enfin souvent, on voyait dans les départements, ça dépend où on était, mais on voyait un petit peu les dépenses des clients, Mhm. on recevait des Ah, factures, tu vois. Et tu voyais enfin, des achats chez Chanel pour enfin, un petit pull à 3 4 000 mhm, balles, enfin, des choses comme ça. Et mhm. tu avais souvent des clients qui avaient des Amex, donc des American Express. Ouais. Et ils avaient comme, tu sais, comme perks, genre tu peux commander un hélicoptère, il vient gratuitement pour toi et tout. Mhm. Et il y en a certains qui avaient, genre, sur leur carte de crédit, 1 million de dépenses. Donc, tu en as qui étaient à 800 000, 700 000, tu vois, déjà dépensés. Et tu te dis, en fait, le gars ou la nana, elle peut se payer un appartement avec une carte de crédit. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud, hein. Il y en a qui vont à la banque, ils doivent faire un crédit, machin et tout. Puis le gars, Ouais. il vient, il arrive, Ah, allez, tiens. Tib. Ouais, c'est classe. Mais comme quoi, on n'a pas tous les mêmes problèmes, mais je pense quand même que, si tu veux, c'est pas plus mal, en fait, que qu'ils aient de temps en temps un peu peur. Ça leur apprendra à être un peu plus solidaire et partageux, C'est vrai. non? C'est vrai. Parce que tu te dis, quand tu as des gens qui ont des. T'as des gens qui crèvent de faim et qui n'arrivent pas à s'en Ouais, sortir, et puis tu as quelqu'un qui a une montre à 900 000. ouais. Je sais pas si on peut appeler ça de l'égoïsme, il faut se faire plaisir, de l'égoïsme, il faut se faire plaisir et tout, mais après, Non, c'est. moi, ça me pose aucun problème. Je pense que c'est bien, mais ça dépend beaucoup de l'attitude. C'est-à-dire que une des difficultés, c'est qu'en fait, on résiste pas à son milieu, puis qu'en fait, quand tu es entouré de copains, ce qui n'est pas notre cas, mais quand tu es entouré de copains qui ont des Amex, qui peuvent acheter un appartement d'un coup de carte de crédit, c'est très vite ton monde. Tu vois, Ouais, tu sais plus qu'en fait, il y a des gens qui n'arrivent pas à payer l'électricité à la fin du mois. Et en fait, tu peux peut-être, si tu as une dizaine de montres à 900 000 $, tu peux peut-être en vendre une et puis essayer d'aider un certain nombre de personnes, ce qui te permet de réintégrer un monde un peu plus solidaire et un peu plus intéressant. Et je pense que le grand danger, c'est en fait le fait que c'est une espèce d'entre-soi qui se développe. Tu vois, tu ne côtoies que des gens en fait qui, comme toi, achètent des chalets à Gstad à coup de carte de crédit. Et je pense très sincèrement que les gens qui ont la chance de pouvoir vivre comme ça, ils ne se rendent pas du tout compte en fait du privilège qu'ils ont, de la même manière que nous deux qui vivons en Suisse, on n'est pas forcément tout à fait conscient du privilège qu'on a par rapport à d'autres qui sont beaucoup moins favorisés. On est quand même extrêmement privilégié. Le simple fait de vivre en Suisse, ça offre un niveau de vie et ouais, disons, un accès aux moyens qui est quand même très, très bon. Donc, on est toujours le pauvre de quelqu'un ou le riche d'un autre, tu vois. c'est vrai. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que maintenant, avec la concentration extrême capitalistique, ça devient fou. Parce que si le fait d'avoir du capital, donc en gros d'être riche, ça te permet d'être beaucoup plus vite riche parce qu'il se concentre, alors il va y avoir une espèce d'échappée belle du grand capital qu'on n'arrivera plus à rattraper parce qu'il est évidemment pas loyal à un pays, il se déplace quand il en a envie. Ouais, Et le grand danger, c'est qu'après, tu vis dans un monde ou une société qui devient extrêmement désagréable. Typiquement, se faire piquer ça montre quand tu conduis, c'est désagréable en fait. Et on ferait mieux de réfléchir à comment est-ce on prépare un monde qui soit un tout petit peu plus admiratif de choses qui sont de l'ordre de l'art. Tu vois, comment les très belles voitures, les très belles montres, c'est de l'ordre presque du geste artistique, mais il faut être un peu plus solidaire, généreux et partageux pour que ça se passe bien.
Je suis d'accord avec toi. J'ai été surpris, en fait. Il y a Jeff Bezos, donc le propriétaire d'Amazon, qui vit sur une île de milliardaires à Miami. Et puis, Mhm. en fait, cette île de milliardaires, il y a tout sauf l'assainissement, en fait, les eaux usées. Et donc, ils doivent se raccorder sur une autre île. Tu vois. Et donc, l'autre île leur a dit, OK, vous pouvez vous raccorder. Par contre, ça va vous coûter 10 millions, je crois, par année, un truc Ouais, comme ça. Et puis, il n'y a personne qui peut payer. ouais, Alors que c'est des mecs qui ont des centaines de ça milliards. Et m'étonne puis, pas. ils jouent sur une loi, en fait, qui dit que quand il y a un assainissement qui est déjà établi, n'importe qui peut venir se raccorder gratuitement dessus, tu vois. Mhm. Donc, ils n'ont pas payé, ils payent rien, quoi. Ouais, ils sont pas conscients de leurs propres déchets. Ouais, bah, c'est ça, en fait. Si tu te dis c'est tes propres déchets, mais Ouais, tu veux pas payer pour, quoi. Et 10 millions, tu vois. C'est ouais, une ville, enfin, c'est une île de milliardaires. ouais, Donc, Jeff Bezos, ça doit être quoi? Peut-être 50 ou 100 milliards. Et mhm, les autres, j'imagine même pas. Donc, 10 millions, ouais. c'est Ouais, comme c'est toi rien ou du tout. moi qui allons Mais nous penser 10 balles, quoi. ouais, mais ils en font une question de principe. Et puis, si tu veux, pour eux, en fait, la loi, c'est pour ça que je disais avant, en fait, on peut même pas leur en vouloir. Parce qu'en fait, quand tu es dans ton île de milliardaires, enfin, on imagine, hein, eh ben, tous tes potes milliardaires, ils vivent comme toi, puis ils te disent, bah, quand même, je trouve pas que c'est scandaleux, ils respectent pas la loi, mais ils se prennent pour qui? On a quand Mm. même bien le droit de se connecter à leurs tuyaux, quand même, quelle audace. Et voilà. Et, et c'est comme ça, en fait, on peut que avoir de la tendresse pour ça. Et je pense qu'il est intéressant de noter, c'est pas de juger les gens qui ont beaucoup d'argent, mais c'est de se rendre compte qu'on est soi-même, toujours en fait dans un milieu, en lien avec certaines personnes et que l'effort à faire, c'est de regarder justement à l'intérieur de soi pour voir en fait où sont ses propres biais. C'est Ouais, facile à voir chez des milliardaires qui ne veulent pas se raccorder aux égouts. C'est assez rigolo, mais euh, je pense qu'en fait, chacun et chacune peut faire l'exercice pour soi-même. En fait, tu te dis, mais moi, j'arrive d'où? Ce sont qui les gens que je côtoie? On a tous des trucs comme ça. oui, c'est vrai. Et Après, on d'ailleurs, fait. typiquement, quand tu ne connais pas une communauté ou des gens ou une région du monde, d'accord, tu as des a priori. Tu penses que, tu imagines que, tu supputes. Mais moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, j'ai jamais mis les pieds à quelque part en me disant, bah vraiment ici, les gens, globalement, ils sont très cons. C'est pas vrai. En fait, où que tu ailles, les gens, ils sont agréables, culturellement, c'est différent, il peut y avoir des choses à apprendre et à comprendre, mais les gens, les êtres humains sont vraiment les mêmes partout. Et il y a pas ces espèces d'immenses barrières qu'on pense. Par contre, quand tu vis dans un petit cercle, ça devient ton monde. Et je pense qu'il faut se veiller de ça. Il faut essayer de sortir de son. Il faut agrandir le cercle de ses amis. Ouais, c'est vrai. Mais ça aussi, je pense que tu le découvres que quand tu pars à l'étranger, en fait. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de partir. Enfin, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu aux Émirats et tout. Et vraiment, tu reviens avec une plus grande ouverture d'esprit, en fait. Mhm. Et que tu t'aperçois que ça soit des Ukrainiens ou des Russes ou des Émiratis ou machin, on est tous pareils, tu vois. Ouais. Il y a très, très peu de différences, mais 100% d'accord. ouais. Mais tu dirais, c'était quoi le plus agréable, Londres ou les Émirats? Ouf, c'est une bonne question. Grosse question. Il fallait pas la poser. J'annule. Franchement, J'annule. non, tu peux la poser. Euh, je dirais en termes d'amitié, c'était mieux les Émirats, tu vois. Mhm. Mais même si je me suis fait beaucoup de potes à Londres et les gens, ils sont très, très ouverts et tout. Et c'est vrai que là-bas, j'ai pas côtoyé les mêmes personnes, tu vois. À Dubaï, c'était des gens quand même un peu plus fortunés Mhm. pour la plupart. À Londres, c'était un petit peu plus ghetto, tu vois. Tout le monde est dans la même mouise. Oui, parce Ok. que tu vois, c'était bon, il y a quand même pas presque 15 ans en arrière. Mhm. On était parti vivre avec mon meilleur pote Thierry. Et puis on est arrivé dans East London, tu vois, c'est à Leyton. C'était un quartier assez pas top, tu vois, quand tu le dis aux gens, mais tu dis, mais pourquoi tu as été là-bas? C'est dangereux, nanana. Mais au final, les gens, ils étaient très sympas. Et puis tu as un peu cette vie en communauté où tout le monde se respecte, où tu connais enfin, tous les commerçants, presque, enfin, pas mal de gens du quartier. Ouais. Et Dubaï, c'était plus pro. Et donc, des fois, tu as un petit peu des gens de façade, tu vois.
Mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins d'amis encore qui sont à Londres, peut-être encore un ou deux, mais à Dubaï, même si ça fait quoi, 4 ans que je suis revenu à Genève, j'ai encore plusieurs potes où on s'écrit, tu vois, chaque semaine, quoi. Donc, ouais, enfin, c'est London, ouais, London. C'est pas loin de Stratford, où il y a eu les JO. Donc, tu Ok. vois, c'était C'est l'Est de Londres, un bon c'était. point pour Layton, ça, plutôt. Les Ouais, JO. mais justement, c'est parce que l'Est de Londres, c'était pas ouf, tu vois. Et Hmm. donc, ils se sont dit, il faut qu'on fasse des investissements et puis qu'on redynamise la région. Ouais. Et donc, nous, on était un petit peu plus, enfin, une station après de Stratford. Ok, Mais ok. là, c'était bien. Franchement, c'était bien. C'était, c'était un bon délire. Mais la vie à Londres, c'est dur, hein. Franchement, Hmm. pour ceux qui veulent y aller, moi, j'ai jamais réussi à trouver un vrai travail, tu vois. J'ai fait des petits Ah boulots à bon? droite à gauche. J'ai même bossé à Buckingham Palace pendant les garden parties de Mais la reine. Ouais, ouais, ça c'était cool. Tu sais, toi, on tu bossait étais dans quoi? une. Valet, tu avais des gants Non, non, non. blancs? En fait, c'était pendant les garden parties au mois de juillet. Et Ouais. je bossais via une boîte de placement qui s'appelle Off to Work. Et je m'étais retrouvé là-bas à faire du café. J'étais coffee maker et tout. Et donc, j'étais dans le staff, machin. Puis, Mais tu as travaillé pour euh, la Queen? ouais, elle était là, genre à 80, 100 mètres, elle était là, tu vois, en train de se Waouh. balader et tout. Waouh. Donc, c'était une bonne opportunité de rencontre et tout, mais je trouve l'environnement, il est ultra compétitif, hein. Ok. Pour travailler à la City, il faut je sais pas, en tout cas, peut-être j'avais pas les bons contacts encore à cette époque, mais je trouve que le marché pour réussir à Londres, sinon c'est dur, hein, c'est des 7-8 pounds de l'heure, quoi. 7, ouais, disons 10 Mais, balles, 10 francs suisses de l'heure. mais Coffee Maker avec la reine, ça douille bien. Non, t'es Même payé pas. aussi au lance-pierre. T'es payé Hmm. au lance-pierre parce que comment on dit, c'est des extras, quoi. Tu vois, tu fais ça quelque temps, mais j'avais déjà des économies, puis c'était pour bosser et apprendre l'anglais, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai plus joué au foot pendant cette période à Londres que bossé. Mais c'est bien, c'est aussi un apprentissage. C'est à mettre en crédit, mon cher. Ah non, mais ça, j'ignorais. Coffee Maker pour la reine, ça compte. Bah, c'était Euh, pas directement pour la reine, elle était là et je sais pas si elle buvait de mon café, mais en tout cas, ouais. Les invités, oui. Elle, je sais pas comment ça se passe, d'avoir leur propre truc et tout. ouais, elle a un goûteur. Ouais, je pense que c'est ça. Et en fait, c'est moche, t'es reine d'Angleterre, tu as que du seconde main quand il s'agit de manger. Chaque fois qu'on t'amène un millefeuille, il y a déjà un petit bout qui est parti. C'est vrai. C'est Tu moche. manges que les restes. C'est pas facile. Il faut pas croire qu'ils ont la vie facile, hein. Reine d'Angleterre, c'est dur comme métier. Ah Moi, non. j'ai voulu faire, on m'a dit, voilà, non, vous n'êtes pas fluide au niveau du genre, c'est pas bon. Non, mais toi, à part ça, on t'attend en politique, hein. En Tu veux politique, pas, ouais, tu veux pas, mais je pense que ça te pend au nez, comme dirait l'autre, quoi. écoute, On a besoin d'hommes forts, d'hommes avec ouais, un grand H, hein. ouais, ouais. Des gens qui Et- soient capables de pouvoir négocier avec Bessent et puis Trump les Mhm. tarifs. On voit que KKS, elle a merdé, Parmelin aussi. Donc, Pascal, Guy, je l'aime bien, il est sympa, Parmelin, il est calme. C'est peut-être, c'est un il des est bons naïf. trucs. Non, je crois pas. Moi, je pense qu'il est assez bon et puis il est calme. Il est bien, mais le truc, c'est que maintenant, on a surfé sur 80. On était mer d'huile, vent arrière. Pendant 80 ans, on était comme ça. Bon, bah, ce qui comptait, c'était de nettoyer le pont, de faire que tout soit nickel, d'enlever les coquillages, de mettre l'anti-fouling, etc., etc. Bah, maintenant, il y a des creux de 3 mètres, ça masse, ça se passe. Moi, j'aurais beaucoup de plaisir à faire de la politique. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir, ou pas beaucoup, et qu'ils ont beaucoup d'ennuis. Ils gagnent bien. Euh, hein? Ils gagnent bien, dans l'absolu. Ouais, Ils doivent être à plus de 350 000 balles par année. ouais. Mais c'est beaucoup d'ennuis, ils finissent tous malades, ils passent 5 ans au gouvernement, ils sont tout fatigués. Et puis l'autre chose, c'est que de faire de la politique, si tu veux, ce qui est intéressant, en fait, c'est de proposer une vision et d'entraîner les gens. Ça, c'est super kiffant. La difficulté, c'est qu'en fait, quand tu diriges, c'est la même chose dans une entreprise ou un État, mais la différence, c'est que dans une entreprise, tu peux faire le ménage
À l'État, tu peux pas. Et ça veut dire que tu dois faire en fait avec ce qu'on appelle l'État, qui n'est de loin pas que les gens que tu as élus, mais qui est toute l'armée de serviteurs de l'État qui sont déjà en place, qui amènent une certaine stabilité. Tu sais, quand on parle de l'État profond, c'est pas qu'il est profond, c'est qu'il est existant. Tu vois? Et du coup, il suffit pas d'élire quelqu'un tout en haut qui va venir avec ses grandes idées, sa belle parole et son sourire étincelant. C'est que il faut faire changer les choses dans la pratique. Et quand tu t'adresses, imagine par exemple que tu deviennes le conseiller d'État en charge de l'éducation à Genève. C'est qui est en charge de l'éducation à Genève? Hitpold, il me semble. Hitpold, voilà. Bon, ben voilà, tu le remplaces au pied levé, tu prends le mandat, c'est OK. Imagine le nombre de fonctionnaires qui te rapportent. Tu pourrais avoir de super idées. Et c'est pas parce que ces gens qui sont serviteurs de l'État, ils sont mal intentionnés ou qu'ils n'ont pas envie. C'est juste qu'il y a une inertie qui est absolument fantasmagorique. Ouais. Tu vois? Donc, c'est pour ça, politicien, c'est bonheur après une énorme crise. Si tu veux, les politiciens français qui ont rebâti la France après la Deuxième Guerre mondiale, ça devait être sympa. Ils ont mis en place la sécu, tatati, tatata, enfin, tu vois, la prévoyance professionnelle. Le pays est au tapis, il n'y a plus d'État, donc en fait, tu peux reconstruire. Mais là, tu arrives aux manettes, t'es pieds et poings liés. Est-ce que tu penses que KKS ou Parmelin, ils se sont fait invectiver ou insulter, ou ils ont reçu des coups de téléphone, genre des PDG de Novartis, de Rolex, pour leur dire, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, les mecs, Non, mais il y a des coups de vous foutez pression, de mais nous et c'est. tout. Non, bon, déjà, je Parce qu'ils pense sont pas. là pour représenter ces grosses boîtes, hein. En Oui, gros, oui, mais le PDG Karine, de Keller Novartis, Sutter et tout. il s'ennuie pas à appeler un conseil fédéral. Enfin, je veux dire, Ils sont plus forts que lui, tu dis? non, non, c'est qu'il délègue ça à quelqu'un. À qui? Et puis, il a des gens qui bossent pour lui, qui s'occupent de ça. Ça s'appelle un lobbyiste. Ok. Ça se fait quoi? Là, Bah, le lobbyiste, il a bien appelé. entendu, bien entendu. Mais simplement, le PDG de Novartis, c'est un gars brillant, mais il ne peut pas s'occuper de tout. Et moi, je persiste à dire que Il faut rassurer les actionnaires, là. ouais, mais son job, si tu veux, il va bien au-delà de réduire ce problème qui est lié au tarif. Il va dire à un mec de son équipe, un ou une membre de son équipe, merci de gérer ça, mais c'est de l'opérationnel, c'est de la tactique, c'est pas du tout stratégique. Ouais. D'accord? D'ailleurs, on voit bien, Bernard Arnault, il a été à l'inauguration de Trump, il a essayé de s'attirer les faveurs, ça ne lui a pas beaucoup réussi. Donc, il y a des choses dont il vaut mieux pas s'occuper. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça, ils s'en occupent, ils font passer des messages. Et c'est un peu, à mon avis, le coup de téléphone au Conseil fédéral, c'est le truc à réserver qu'en cas d'extrême urgence, ou si tu as une relation personnelle avec cette personne, si tu le connais. Ouais. Quand tu seras conseiller fédéral, je t'appellerai toujours. Je dirais, Je parle Younes. pas suisse-allemand. Je parle pas Hein? suisse-allemand. Mais tu vas apprendre, Non, Younes. c'est trop compliqué, Tu ça, vas aller Pascal. dans East Zurich. Tu as été dans East London, tu vas aller dans East Zurich, ou alors on t'envoie, je sais pas, à Glaris, par exemple, ou à Saint-Gall. Waouh, tellement intense. À Zug, tu manges que de la tarte aux kirsch pendant plusieurs années. Tu vas te refaire une santé, ça va être formidable. Mais imaginons que tu deviennes conseiller fédéral, moi je t'appellerai toujours. Ouais, c'est vrai. Bon, Younes, tu n'aurais pas un petit mandat? Toi, tu me dis, bien sûr, quel est mon cut? Bien entendu. Mais donc, c'est des gens qui ont aussi des amis. Il ne faut pas croire qu'ils se transforment. Et il faut voir, entre les jobs de représentation et tout ça, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, je crois, moi, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils s'en préoccupent à ce point-là. Ce d'autant plus que je ne suis pas tout à fait certain qu'ils aient le pouvoir de faire pencher, en fait, des politiciens suisses qui ne comprennent pas forcément non plus ce qui se passe. Ils sont pris dans un tourbillon. Il y a toute une administration autour. Enfin, je veux dire, ce n'est pas si évident que ça, quoi. Ils ont fait le mieux qu'ils ont pu. Ben, ils n'ont pas fait génial. Mais c'est la vie. En fait, on ne sait pas ce qu'ils ont tenté ni ce qu'ils ont dit. Donc, rendons grâce et honneur et faisons l'hypothèse qu'ils ont négocié avec habileté. Ça n'a pas fonctionné, très bien. Maintenant, il faut en prendre Ils n'ont pas acte. voulu se coucher.
C'est ce que tu as dit comme l'Europe, Ouais, quoi. mais ils ont bien L'Europe, ils ont fait. mis Ils ont très bien fait. 650 milliards, ils lui ont Et dit non. oui, ils ont Et lui, il a dit très, quoi? Allez, 39, bim. voilà, 39. Eh ben, tant mieux. On pivote sur l'Asie. Ciao. Voilà. Ouais. C'est comme ça. Et on rentre pas dans l'Europe, hein. Ça, c'est important de le Non, dire. on rentre pas dans l'Europe, ça c'est sûr. Ouais, non, mais ça c'est évident parce que ce serait rejoindre une zone économique en préparation d'implosion. Ouais. C'est pas bon du tout. Il faut, Serge, t'es un gagnant. Il faut on est les gens, on devient les gens qu'on fréquente. Ah, c'est fort, ça. Mm. C'est fort. Je crois qu'on finit là-dessus, hein. Ouais, on finit là-dessus. Un truc fort. Répète-le, comme ça je coupe en même temps. On devient les gens qu'on fréquente. Ciao Younes. Ciao mon ami. Non, on a dit qu'on finissait là-dessus. On peut pas le refaire une troisième. You're gonna become the guys you spend time with. Merci Pascal. Ciao. Ciao.